Donc, et comme j'ai dit, c'est un honneur pour CIETA France d'avoir Philippe Pierre et Michel Soquet avec nous ce soir. Et avant de leur donner la parole, je voulais, moi, présenter juste un peu leur rencontre parce que c'est un peu le point de départ de l'œuvre qu'ils vont présenter ce soir. Et Michel et Philippe se sont rencontrés en 2012. Et malgré la différence dans leur univers, qui est que Philippe, c'est la grande entreprise privée et Michel, c'est le monde associatif et l'humanitaire, ce qui s'est passé tout de suite, c'est qu'ils ont constaté qu'ils avaient les mêmes aspirations, qu'ils partageaient les mêmes interrogations, les mêmes inquiétudes et enfin la même volonté de mener un débat sur l'interculturel qui irait au-delà des comparaisons, des classements par pays. Et ils avaient un grand intérêt pour la figure de l'étranger, les mythes, les peurs, les inquiétudes que ça évoque. Et ils étaient tous les deux d'accord qu'en réalité, toutes les personnes sont multiples. Et depuis leur rencontre, ils ont travaillé ensemble à plusieurs occasions. Ils ont co-animé et partagé des interventions. Ils ont organisé ensemble des colloques et des conférences à travers le monde. Mais le livre qui nous présente ce soir, c'est la première fois qu'ils écrivent ensemble. Et j'ai envie de dire, nous sommes très heureux que ce soit ainsi. Et sur ça, je donne maintenant... Oh, d'abord, je vous demande tous de fermer vos micros. Je vois que la plupart des personnes l'ont fait. Si ce n'est pas encore fait, merci de le faire. Et je passe la parole à Michel Soquet. Merci Linda et merci de cette belle invitation. Merci aussi dans ta présentation, tu as mentionné la différence de nos lieux de travail, enfin de nos cadres de travail. Et merci d'être passé pudiquement aussi sur la différence d'âge. Je te remercie infiniment. Ceci dit, ça doit se voir à l'écran, mais bon. Plus sérieusement, oui, bien sûr, moi, c'était une grande chance de rencontrer Philippe il y a maintenant 10 ans et d'être associé à certaines de ses formations. Mais c'est une plus grande chance encore d'avoir écrit avec lui, parce que moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'écrit, non pas comme le simple débouché d'une pensée, mais comme ce qui nous oblige en fait à l'élaborer, cette pensée, l'élaborer ensemble, la confronter mutuellement et puis l'affiner un peu au pied du mur de l'écriture, si j'ose dire. On découvre beaucoup de choses en écrivant, finalement. Alors, le livre, effectivement, s'appelle « L'archipel humain ». Au début, on voulait appeler ça « l'homme archipel » et on s'est dit que peut-être tout le monde ne comprenait pas que quand que je parle de l'homme, j'embrasse en même temps toutes les femmes. Mais enfin bon, donc on a appelé ça l'archipel humain. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette figure de l'archipel? En fait, c'est un rapt, c'est une figure qui nous est inspirée par la pensée du poète et philosophe Édouard Glissant, pour qui l'archipel, c'est une vision du monde et c'est aussi une mode d'organisation qui facilite la coopération entre les humains et les organisations et qui leur permet de coexister en tirant toute la force de leur diversité. Je crois que ça, c'est très important. Parce que pour nous, pour Philippe et moi, le monde, évidemment, est un archipel humain d'une extraordinaire variété, dont il faut tirer le meilleur parti, bien entendu. Chacune de nos sociétés, de nos pays, de nos régions, de nos villes, de nos quartiers sont aussi des archipels de diversité. Chacune de nos familles aussi, regardons-nous à l'intérieur de nos familles, et puis nous-mêmes ici. Même si le fait de s'être inscrit dans ce webinaire révèle une certaine communauté de préoccupation, eh bien nous sommes tous très, très divers. Et puis j'ai un peu envie, en poussant le bouchon un peu loin, je le reconnais, de dire que peut-être que chacun d'entre nous est un archipel de diversité. Personne n'est fait d'un bloc.
Et je crois que nous avons tous une certaine diversité intérieure, des rivalités internes, ce que j'appelle des petites schizophrénies entre le sage que nous croyons être et le fou que nous rêverions de devenir, entre l'humble et le fanfaron, l'utopiste et le réaliste, entre le croyant et l'agnostique, entre le courageux, le trouillard, entre la part masculine et la part féminine qui est entre chacun d'entre nous, peut-être aussi entre des convictions politiques très affirmées et puis des réflexes qui, d'une certaine manière, les contredisent. Et prendre conscience de cela, prendre conscience de notre propre diversité intérieure, j'ai toujours pensé que c'était important pour mieux comprendre la diversité du monde qui nous entoure et mieux l'aborder. Mais attention, cette diversité peut être aussi bien une fracture qu'une richesse. Philippe a beaucoup insisté là-dessus lors de nos entretiens et de notre écriture commune. C'est une notion qu'il ne faut pas mettre sur un piédestal, il faut s'en méfier. Et ce livre, ça n'est pas un éloge de la diversité, c'est un livre qui dit plutôt l'importance décisive de la rencontre. L'archipel, c'est une possibilité, ce n'est pas la possibilité d'une île, comme dit Lou Houellebecq, c'est la possibilité d'une connexion féconde entre les différents éléments qui la composent. C'est la possibilité d'une rencontre interculturelle. Et puis, c'est une exigence aussi, l'exigence de ne pas se satisfaire du multi ou du pluriculturel, mais de promouvoir vraiment l'inter, le dialogue, une intelligence interculturelle, parce que dans interculturel, il y a le préfixe inter, ça veut dire qu'il se passe des choses entre les différents univers culturels. Mais la rencontre interculturelle, elle a ses exigences aussi. En particulier, je pense qu'elle ne peut pas s'accommoder de certitudes. Dans ce livre, nous reprenons la proposition d'une intelligence interculturelle. Je rappelle ce dont il s'agit, c'est peut-être d'abord cette intelligence interculturelle de se calmer. Au fond, dès que quelqu'un se conduit d'une manière qui nous étonne, à laquelle nous ne sommes pas habitués, nous montons très facilement au créneau, ils sont mal élevés, ils ne comprennent rien du tout de ce que je leur raconte, ils veulent ma peau. Est-ce qu'on est capable d'adopter, de faire nôtre cette démarche que les philosophes grecs avaient proposée 300 ans avant Jésus-Christ, qui est celle de la suspension de jugement, de l'époquer, consistant à dire, quand tu rencontres quelqu'un de différent de toi, ne te précipite pas pour le juger ni en bien ni en mal, là n'est absolument pas le problème, mais essaye de gratter derrière les apparences. Au fond, l'intelligence interculturelle, c'est faire crédit à l'autre d'être potentiellement intelligible, potentiellement, peut-être pas toujours, mais d'avoir une logique propre. Je peux croire que l'autre n'a pas raison, mais je ne peux pas ignorer qu'il a ses raisons. Eh bien, je crois que pour promouvoir une véritable intelligence interculturelle aujourd'hui, il faut en finir avec les certitudes conquérantes et endosser une culture de l'incertain à laquelle la pandémie nous a beaucoup insisté ces temps derniers. Je crois qu'il faut en permanence questionner nos certitudes culturelles, comprendre que nos évidences ne sont pas forcément celles de l'autre, que derrière nos mots, l'autre a peut-être un sens différent que nous n'avons pas tous les mêmes rapports au temps, à l'espace, au corps, à l'intimité, à la santé, à la religion, au statut social, à l'autorité, à la différence elle-même. On en redira un petit mot tout à l'heure, à l'argent, pas la même manière de gérer les conflits, pas les mêmes modes de communication interpersonnelle, etc., etc. Philippe et moi nous sommes amenés à animer régulièrement, surtout Philippe maintenant, parce que moi j'ai un métier formidable, je suis retraité, donc je suis un peu moins actif là-dedans, animer des formations à l'interculturel. Eh bien, je crois que former à l'interculturel, c'est fondamentalement former au doute constructif, naturellement. Il ne s'agit pas de devenir des complotistes, mais former au doute. Ne m'ôtez surtout pas d'un doute. Aidez-moi à garder une distance critique par rapport aux choses, me méfier des évidences, des clichés, etc. Alors, il y a une éthique de la rencontre interculturelle. C'est d'abord
passer de cette logique du « ou » consistant à dire c'est toi ou moi, tes méthodes ou les miennes, ta façon de raisonner ou la mienne, ta culture ou la mienne, ta langue ou la mienne, et il y en a une qui doit prendre le pas sur l'autre, de passer de cette logique du « ou » à une logique du « et » consistant à dire on est ensemble, on ne s'est pas choisi, on doit trouver des références, des remèdes communs, des repères communs. C'est intéressant, c'est lapsus quand même. Hein, ouais, il est beau ce lapsus, il est beau. Je suis très lapsusant en ce moment, hein, vous m'excuserez, mais... Les remèdes aussi. Hein. Des remèdes, voilà. Pour travailler ensemble et vivre ensemble et travailler ensemble de manière pacifique, si possible. C'est aussi avoir l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout de l'autre et d'avoir l'humilité aussi de nous faire expliquer des choses. Je raconte souvent cette parole d'un étudiant du master de management interculturel de Philippe il y a quelques années, Louis, à qui j'avais demandé, comme à d'autres étudiants, donnez-moi des mots qui se rapprochent pour vous du mot culture. C'est quoi que ça évoque pour vous le mot culture? Et il avait ce mot extraordinaire, il m'a dit humilité. Je n'ai absolument pas compris ce qu'il voulait dire. Je lui ai demandé, il m'a dit cette phrase magnifique, parce que je pense qu'il n'y a pas de mur culturel que l'humilité ne permette de franchir. J'ai trouvé ça formidable. Si je n'ai pas l'humilité de me dire que je ne sais pas tout, l'humilité de me dire dans toutes les questions que je me pose sur la culture de l'autre, de me dire je ne peux pas y répondre moi-même, mais je vais trouver peut-être quelqu'un qui, par son métier, son histoire personnelle, connaît très bien ma culture et celle de l'autre, et qui va pouvoir m'expliquer là où éventuellement j'ai pu me planter dans un dialogue, une opération commune, etc. Donc je crois que c'est très important d'avoir cette humilité, d'en rabattre sur nos certitudes, aussi sur ce qui est bien ou mal dans l'autre, d'aller au-delà de la tolérance et de rentrer dans ce que Philippe m'a un peu appris ça aussi, la reconnaissance pleine et entière de l'autre dans son altérité vraiment pleine et entière. La tolérance, c'est dangereux. Ça peut être un peu regarder les gens de haut. On peut arrêter de tolérer à un moment donné, par définition, ne pas être d'accord avec ce qu'ils sont, etc. Mais voilà, il y a quelque chose d'un peu paternaliste. Je préfère l'idée de reconnaissance de l'autre. Sartre faisait dire à un de ses personnages l'enfer, c'est les autres. Eh bien, nous croyons, nous, que l'enfer, c'est plutôt de refuser, de ne pas reconnaître que l'autre est autre, et par là même se refuser de tout ce qui peut nous apporter. Et l'éthique de la rencontre, c'est ce que beaucoup d'ONG aujourd'hui appellent de plus en plus la négociation socioculturelle, c'est-à-dire, au fond, comment, sans abdiquer nos propres valeurs et sans mettre non plus l'autre sur un piédestal, comment trouver des terrains d'entente. Alors, Philippe et moi, dans ce livre, avons essayé de prendre position par rapport à toute une série de questions auxquelles se heurtent toutes celles et ceux qui sont engagés dans la rencontre et dans le dialogue interculturel aujourd'hui, dans ce qu'on a appelé finalement dans ce dialogue une sorte de dévisagement réciproque. Par exemple, pourquoi est-ce que nous utilisons encore le vieux concept de culture? Quelles sont au fond aujourd'hui les approches courantes auxquelles on assiste de traitement de ces différences? Le mono, le muni, le multi, l'inter, le transculturel, Philippe nous en dira un mot tout à l'heure, je pense. Et pourquoi avec lui nous défendons régulièrement l'idée et la pratique d'un bricolage identitaire? Pourquoi d'ailleurs, avec François Julien, nous préférons la notion d'écart à celle de différence, l'écart, qui évite de trop classer les uns et les autres, qui dit toujours que la vérité, elle se situe un petit peu dans le curseur qui va de l'un à l'autre, etc. Nous tentons aussi de nous positionner sur les questions de laïcité, d'intégration, de comptage, de quotas, sur la validité de ce qu'on peut appeler peut-être un modèle français. Et Philippe nous parlera tout à l'heure, je pense, de cette notion de créolisation à laquelle il tient beaucoup, à laquelle nous tenons beaucoup. Nous regardons aussi dans le livre en quoi le management bien conçu peut être non l'art de la mise au pas, mais l'art de la rencontre et de la valorisation du caractère propre de chacun, des caractéristiques propres de chacun, y compris des profils et des talents atypiques. Et puis, on remarque aussi, et c'est le point de départ de notre travail en commun avec Philippe, qu'il y a
de l'entreprise à l'humanitaire en passant par le secteur sanitaire et social, celui de l'enseignement, de l'armée, de la justice et tant d'autres, un grand nombre de questions communes et que dès lors, il convient et est important de décloisonner la réflexion sur l'interculturel. On voit que les thèmes sont nombreux, je ne les ai évidemment pas cités tous, et on a dû se restreindre, se limiter pour ne pas faire de ce livre un pavé énorme. Mais je voudrais juste insister, avant de passer le relais à Philippe, sur deux choses. D'abord, le fait, on ne le dira jamais assez, que la rencontre interculturelle est loin de se limiter à celle de ressortissants de pays différents. Que le problème interculturel n'est pas que le problème de savoir comment un Français ou un Tchèque va pouvoir interagir avec un Chinois ou un Tanzanien. C'est beaucoup plus riche que ça, l'interculturel, ça va se nicher bien ailleurs. Par exemple, entre les métiers, par exemple, entre les cultures institutionnelles, entre les milieux sociaux différents, entre des générations différentes, etc., etc. Et ensuite, deuxième remarque, vous l'avez peut-être remarqué, et puis mieux vaut l'assumer franchement dès maintenant, nous sommes tous les deux Français. Nous avons eu beau voyager pas mal jusqu'ici, rencontrer des interlocuteurs de beaucoup de cultures différentes, mais nos adhérences, que nous le voulions ou non, demeurent des adhérences françaises. Et au fond, tout ce qu'on peut dire ici de ce fait-là peut être mis en débat, et nous invitons à ce débat. D'abord parce que le rapport à la différence lui-même n'est pas le même d'un pays à l'autre. Moi, je m'en suis aperçu, par exemple, dans mes interactions avec des collègues chinois. Je me suis aperçu que là où, imprégné de nos adhérences culturelles françaises, de nos adhérences éventuellement moralisatrices ou religieuses, etc., nous voulons connaître tous les autres, tout de l'autre, etc. Les Chinois sont beaucoup plus pragmatiques. Par exemple, ils traduisent énormément de choses, ils font venir énormément d'innovations ici ou là, mais ils gardent ce qui les intéresse et laissent tomber ce qui ne les intéresse pas. Il y a un certain nombre de proverbes chinois qui racontent ça très très bien. Donc, une manière d'appréhender la différence elle-même qui est différente. Et ensuite, parce que, là aussi, vous l'avez peut-être remarqué, si vous avez eu le courage de nous lire ou de nous entendre, que nous parlons et nous écrivons en français. Et que la langue maternelle, nos langues maternelles à chacun, sont des facteurs structurants essentiels de compréhension de nos manières de penser respectives. Il y a là une sorte de cercle qu'on pourra appeler vicieux ou bien vertueux comme on veut, mais qui fait que l'univers mental de chaque peuple, au fond, s'exprime dans sa langue, laquelle influence à son tour sa vision du monde, sa manière de raisonner et de travailler. Donc les deux sont extrêmement liés. Parce qu'une langue, au fond, ce n'est pas qu'une simple juxtaposition de mots venant les uns après les autres, indépendants les uns des autres. C'est une composition qui est complexe, qui comprend de très nombreux ingrédients, un système verbal. Il y a des langues qui ne conjuguent pas, qui utilisent qui font prétendre maîtriser le temps en définissant un passé et un futur. En tout cas, c'est ce que nous disait Edward Hall. C'est une sémantique, ce que les mots veulent dire, c'est une syntaxe qui commande la manière dont les mots se structurent et s'organisent les uns par rapport aux autres, avec en particulier la place du je, du sujet dans la phrase, qui dit beaucoup du caractère plus ou moins individuel d'une société. Et puis la langue nous dit beaucoup aussi du rapport au statut social, à l'âge, à la hiérarchie. Pas plus tard qu'hier, une personne me racontait son débarquement à l'aéroport de Séoul. Et la première question de la personne qui l'accueillait était « Quel âge avez-vous » Parce qu'elle voulait, en fonction de cela, savoir quel était le registre de langage qu'elle allait utiliser. Dans la langue coréenne, ce registre est complètement différent selon qu'on parle à une personne jeune, d'âge moyen ou d'âge canonique. Alors, d'ailleurs, je fais juste une petite remarque ici. C'est les premières questions qu'on vous pose quand vous arrivez dans un pays, c'est intéressant. Ici, on va vous demander quelle est ta religion, dans beaucoup de pays. Et d'ailleurs, quand on dit « je n'ai pas de religion », combien d'étudiants m'ont-ils dit ça? L'autre ouvre de grands yeux en ne comprenant tout simplement pas comment peut-on vivre sans religion. D'autres vont demander, ça peut se passer aux États-Unis par exemple, combien tu gagnes? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants?
Est-ce que tu as déjeuné? Donc toujours, la première question indique beaucoup de choses, je trouve, de la culture dans laquelle on rentre. Voilà, donc c'est pourquoi je me permets d'insister sur le fait que ce livre en français livre malgré tout une vision française des conditions de la rencontre interculturelle, même si on essaie de s'imprégner le plus possible de nos partenaires étrangers, mais ça n'aurait peut-être pas été le même si nous avions été, Philippe et moi, indonésiens, tchèques ou péruviens, mais on ne se refait pas. N'est-ce pas, Philippe? Merci beaucoup, Michel. C'est toujours un immense plaisir de t'écouter et puis de prendre conscience à chaque seconde de la chance que j'ai eue de pouvoir écrire avec toi et tout simplement aussi d'entrer en relation avec toi, en amitié avec toi à partir d'un livre que tu as pu écrire avec Martin Viella-Just, qui était L'intelligence de l'autre. Et je trouve que c'est très beau cette idée, en fait, comme tu l'as dit, de témoins et de livres qui font rencontre, pas simplement relation. Alors, je voudrais vraiment m'associer à toi, Michel, puisque tu me passes ce témoin pour remercier le SIETAR et l'ensemble de l'équipe, parce que nous avons là à l'écran beaucoup de visages amis. Et de tout cœur, bravo pour le dynamisme depuis de nombreuses années que je considère croissant de notre association. Voilà, je trouve que c'est remarquable. Alors, évidemment, Michel, je souhaite le redire, mais ça a été un très grand plaisir de pouvoir travailler encore plus intensément ensemble sur cet objet qui est l'archipel humain. Ce qui nous rassemble avec Michel, en préparant encore cette prise de parole ce soir, c'est peut-être un optimisme de combat qui est celui aussi de Michel Serres, le philosophe. Nous avons l'habitude avec Michel de citer Claude Lévi-Strauss et cette citation dont nous usons souvent, l'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. S'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres, en travaillant avec toi, et ça m'apparaît encore plus fort aujourd'hui, je crois que ce n'est pas suffisant. Et que dans ces temps complexes et turbulents, nous avons besoin en fait d'un optimisme de combat. Nous avons besoin de considérer ce que tu as dû entendre, Ghislaine, en Irlande, car c'est un proverbe irlandais. L'étranger est un ami qu'on ne connaît pas encore. Et en préparant cette prise de parole depuis ce matin, en ayant ce plaisir, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est cette citation que l'on a utilisée dans notre ouvrage d'Édouard Glissant, que tu as cité, Michel. Changer en échangeant sans se perdre ni se dénaturer. Changer en échangeant sans se perdre ni se dénaturer. Ce mouvement des racines et des ailes. Et la deuxième chose, de plus en plus, et on pourrait peut-être réfléchir à un autre ouvrage là-dessus, c'est optimisme de combat. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, tolérer ne suffit pas, il s'agit de reconnaître. Et si on veut reconnaître ce que tu m'as appris, et aussi confirmer, c'est ce que j'appellerais une ascèse de la dépossession. Une ascèse de la dépossession. Ne libère les autres que celui qui cherche à se libérer de lui-même. C'est ce que, à ton contact, en t'écoutant souvent, j'ai pu apprendre. Ne libère les autres que celui qui cherche à se libérer de lui-même. Et ça, c'est quelque chose dans plusieurs de tes ouvrages que nous avons pu reprendre, une sorte de sortie de soi, en fait, pour devenir disponible à autrui. Et c'est ce que tu as rappelé aussi ce soir. Et ça, c'est, je crois, une des colonnes vertébrales. Il y en a certainement plusieurs, puisque nous sommes en système matriciel et multidimensionnel, par essence, puisque c'est un archipel de notre travail. Se rendre disponible à autrui. Et alors, vous pourrez voir, et nous avons le bonheur que certaines et certains d'entre vous aient pu déjà avoir accès à notre ouvrage, que nous insistons beaucoup, en fait, sur ce travail de compréhension d'un mouvement actuel de multiplication des appartenances culturelles. En fait, pour le dire de façon très simple, il y a certains individus dans notre société, plus qu'avant, peuvent se comporter différemment dans des contextes différents. Et ça, cet objet d'étude, cette réalité quotidienne, elle était moins pressante, moins puissante il y a encore une vingtaine d'années. Pouvoir se comporter différemment dans des contextes différents. Sans très tôt, très vite, et ça a été aussi pour moi un très grand apport, Michel,
sans très tôt, très vite considérer la différence comme un piège ou le mouvement d'alternance entre des codes culturels comme quelque chose de pathologique. Au contraire, envisageons-le sous la lumière de l'archipel. L'archipel, en fait, pour nous, dans ce livre, ça signe un passage. Un passage d'un espace euclidien à 2 dimensions, avec une certaine obsession classificatoire, il s'agit de comparer, à un espace que nous allons qualifier ensemble d'acentré, de multidimensionnel, qui redessine les frontières et les périphéries. Et en fait, c'est ça, je crois, qui nous a aussi rassemblés. Et donc, dans ce livre, nous n'essayons pas de comparer, nous essayons de comprendre. Cette exigence est plus haute. Elle est évidemment plus difficile pour nous, car nous avons eu en plus envie d'embrasser large. Vous verrez dans ce livre que, comme tu l'as dit, nous traitons de la lutte contre les discriminations, nous pouvons fustiger la notion de diversité, nous abordons les modèles d'organisation, nous essayons de cerner mieux les contours d'une éthique de la relation et de la rencontre. Et donc, nous faisons la part belle, tu l'as dit, au bricolage identitaire. Alors, en préparant cette courte prise de parole, je me suis dit, mais en quoi, Michel, t'a été le plus utile? Tout à l'heure, tu as utilisé le mot de paternalisme. C'est peut-être ce qui nous a rassemblés aussi, c'est notre monde de départ. Qu'est-ce que je veux dire par là? En termes d'évolution des organisations, on a, pour le dire de manière un peu rapide, un modèle de départ. On va l'appeler hiérarchique pyramidale. Et un sociologue comme Philippe Diribarne, dans son livre La logique de l'honneur, nous a beaucoup aidé à mieux comprendre son mode de fonctionnement. Ce modèle, dans certains de nos travaux, on l'avait appelé le modèle de la loyauté, mais c'est une erreur car ça amènerait à penser que les autres modèles d'organisation ou d'autres modèles de fonctionnement ne sont pas loyaux. Et c'est aussi un des résultats de notre travail en commun. Il y a différentes formes de loyauté et qui peuvent même être intenses et temporaires. Alors, ce modèle d'organisation, je pense que et tu y es encore, quand tu es dans le champ associatif humanitaire, il était basé sur une extrême implication. Le contrat psychologique, il était un peu le même chez moi dans la grande entreprise. On donne énormément à son engagement professionnel et on attend en échange une sécurité conférée par l'institution qui t'emploie. Au cœur même de ce contrat psychologique, il y a un surinvestissement. Ce modèle-là, dans notre ouvrage, vous verrez, on l'a appelé le modèle du centre. Modèle hiérarchique vertical, modèle latin, modèle du père, P-E-R-E. Ce qui nous a beaucoup intéressé avec Michel, c'est de considérer en fait que la lecture interculturaliste contemporaine doit se faire à partir de calques que l'on superpose. Il y a tout de suite un deuxième calque, pour donner un exemple de notre lecture archipélique dans le champ des organisations. Ce modèle latin, hiérarchique pyramidal, on a l'habitude de dire qu'il coupe en 3. Les cadres, les agents de maîtrise, les ouvriers, la catégorie A de la fonction publique, la catégorie B, la catégorie C. Et nous avons appris de Philippe Diribarne le lien avec noblesse, clergé et tiers état. Ce modèle de la tripartition, en fait, verticale hiérarchique, ça c'est un point aussi qui nous rassemble. Nous considérons en fait qu'il ne disparaît pas, il se superpose. Et nous sommes très très sensibles à cette notion de calque que l'on superpose pour non pas comparer, mais comprendre. Et ce modèle, la crise sanitaire a certainement amplifié ses effets. Il est bousculé, selon nous, par un deuxième mode de fonctionnement, percuté. Et on va passer du pair au pair, PIRS. Dans le premier modèle, si ça se passe bien, l'institution qui t'emploie est la tienne pour très longtemps. Dans le deuxième modèle, on ne parlera pas d'organisation, on parlera de carrière. Et à ce moment-là, on tournera notre regard vers peut-être des influences culturelles plus anglo-saxonnes. Dans un hôpital, dans une administration publique, dans une PME, aujourd'hui, il est évident que ces deux modèles coexistent et font la part belle à la superposition des calques, qui est, de notre point de vue, l'analyse pertinente de l'interculturalisme. Et puis, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'on a vu émerger dans l'écriture même, avec les effets de la crise sanitaire, où celui que tu aimais, autrefois tu t'en approchais, aujourd'hui tu mets à distance pour le protéger. Donc, on voit bien comment nos repères sont percutés. Et sans être trop long, mais on a vu émerger un troisième modèle qu'on va appeler en tribu. Et là, on pourrait tourner notre regard vers des informaticiens, des experts comptables, des personnes dans le conseil, de maniement des idées, un médecin à l'hôpital. C'est le fait d'appartenir à un réseau professionnel
qui t'accorde en fait une compétence, un talent, qui fait ton parcours. Et là, vous verrez dans notre ouvrage qu'on a fait la part belle à la notion de tribu, d'ancrage polytribaux, et on a sollicité notamment le regard de Michel Maffesoli, le sociologue, le philosophe. Et puis, dans l'écriture, et ça, Michel, ça a été une chance aussi pour nous, parce qu'elle s'est déroulée sur plusieurs mois, on a vu apparaître un quatrième modèle certainement plus inquiétant, celui de l'entreprise plateforme. Et en tant qu'interculturaliste, on n'en disait rien il y a encore 10 ans. Alors là, il faut voir la réalité certainement plus précaire d'entreprises comme Uber, TripAdvisor, Airbnb. C'est un logiciel de mise en relation et c'est une succession de contrats courts. Pourquoi, en quelques secondes, nous portons l'accent sur ce quatrième modèle? Parce qu'il invite en fait à une lecture du monde par calque qui se superpose. Et il peut faire la part belle aussi aux contradictions, peut-être même aux réalités de domination symbolique. Il y a un cinquième modèle qu'on a dans le champ du travail et des organisations qu'on a baptisé, vous verrez dans un de nos chapitres, l'archipel. Je ne vais pas en dire plus maintenant, mais c'est quelque chose qui nous a amené à beaucoup réfléchir et à considérer que dans des ONG, dans des associations petites ou grandes, dans des PME publiques ou privées, aujourd'hui, un interculturaliste est utile s'il accepte l'idée de superposer les calques et de faire vivre en fait plusieurs modes d'interprétation. Ça, c'est certainement quelque chose qui nous rassemble. Et donc, nous ne sommes jamais dans, ou nous essayons en tout cas, de ne pas être dans une logique d'inventaire et d'invariant culturel supposé, mais dans une lecture de l'éphémère qui surgit. En fait, la culture ne naît pas, elle continue. Et nous considérons la culture comme l'élément appris du comportement humain, pour le dire avec une économie de mots. Cet exemple-là, rapide, des modèles d'organisation qui se superposent, on voit déjà émerger un modèle non marchand qui fait la part belle à l'entraide, à la solidarité de l'informel. On pourrait voir aussi l'intrapreneuriat comme septième modèle. Cette superposition, en fait, n'est pas un piège à nos yeux. Elle est la contestation de l'addition et le regard tourné vers la multiplication. Passer, comme tu l'as dit, Michel, du « ou » qui isole, qui marque des différences, au « et » qui consacre des écarts culturels. Et nous reviendrons, je crois, sur cette notion, belle notion, chère à François Julien, de l'écart culturel. La dernière chose que je voudrais dire à ce moment de notre échange et avoir le bonheur de nous tourner vers vous toutes et vous tous, c'est que cet ouvrage a renforcé chez moi en fait une nécessaire posture d'étonnement volontaire. Je la définis, moi, par deux attitudes, et je me sens très proche aussi de toi sur ce point. La suspension de jugement et la distanciation du regard. Et la distanciation du regard, elle ne se fait pas par un rendez-vous qu'on prend dans un agenda, elle se fait, elle est le produit en fait de ce qu'on va appeler ensemble une rencontre. Et pour rendre hommage à nouveau à tes travaux, Michel, à ce que je pourrais nommer, en utilisant les mots qui sont les tiens, l'intelligence de l'autre. Voilà, Linda, en quelques secondes, ce que je voulais aussi partager avec vous et vous dire la grande joie, car c'est une joie, que nous avons maintenant de pouvoir tirer parti de votre regard et pouvoir continuer de converser ensemble. Merci à tous les deux. Et maintenant, je vais demander tout d'abord, il y a Vincent oui. qui justement a capté un peu la question de quelle question est-ce qu'on pose à l'autre lors de la première rencontre. Et je vais te passer la parole, Vincent, si tu veux élaborer un peu sur ton idée. Je dis à tout le monde qu'on est là maintenant pour échanger et discuter et entendre vos réactions, peut-être vos interrogations sur le livre, sur les propos de Michel et de Philippe. C'est ouvert, juste laisser la parole les uns aux autres. Donc, Vincent, oui. Oui, merci Linda. En fait, je reprenais un petit peu au vol pour ainsi dire ce qu'avait dit Michel. Moi, je l'ai mis dans le chat, c'est un vaste débat. C'est toujours très intéressant de voir, effectivement, d'analyser ces premières phrases que l'on dit lorsqu'on se rencontre, que ce soit au niveau professionnel, social, qu'on se connaît ou pas. Et d'une culture à l'autre, c'est un vaste débat. Des livres ont été écrits dessus, je veux dire. C'est peut-être pas le sujet ce soir, mais j'avais un peu repris au vol. Voilà. Je ne voulais pas en faire un débat moi-même. C'était plutôt un petit peu la réflexion que m'avait faite
l'affirmation de Michel. Voilà. Pour si quelqu'un veut continuer là-dessus, allons-y, mais je pense que c'est peut-être pas tout à fait le sujet. Mais c'était intéressant toujours à voir. Donc, je vous invite peut-être à vous lever la main si vous voulez nous faire part de vos réactions, si vous avez une question, si vous avez besoin ou envie, pardon, de que Philippe ou Michel va un peu plus loin dans leurs propos. Dites-nous. Nadine? Oui, j'ai noté donc distanciation du regard. Ça m'intéresserait d'avoir plus de détails, disons de qu'est-ce que c'est, comment ça s'utiliserait par exemple en concrètement. Oui, de façon pragmatique. Oui. On pourrait partir de l'idée qu'un manager intégrant, c'est quelqu'un qui crée volontairement des espaces de parole apprenants pour s'entendre dire des choses qu'il n'a pas nécessairement envie d'entendre. Hein, c'est une formule de Christian Monjou. Créer volontairement des espaces de parole, qu'on va qualifier d'apprenants, pour s'entendre volontairement dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et donc, cette création d'espaces de parole apprenants est une belle perspective à nos yeux de la posture interculturaliste. Et donc, elle nécessite cette suspension de jugement et puis la mise en pratique au quotidien et notamment auprès, tu vois Nadine, du premier niveau d'encadrement, celui qui souvent dans nos organisations est entre le marteau et l'enclume. Il a de moins en moins de temps pour faire, agir, mais ce niveau d'encadrement a de plus en plus de personnes à qui il doit expliquer ce qu'il fait. On pourrait presque dire que son espace temporel se contracte et son espace social se dilate, pour reprendre la formule de Michel Serres. C'est précisément en ce moment, en fait, que nous, interculturalistes, nous pouvons être utiles à ce premier niveau d'encadrement. Et il y a 7, 8, 9 outils, hein, mais j'en prendrai un seul, Nadine. La note d'étonnement en images. Pour un jeune qui nous rejoint, pour un ancien qui reprend le chemin du travail, leur poser la question. Quelles sont les 5 images qui illustrent ton étonnement depuis que nous avons la chance de t'avoir dans nos équipes? Contourner l'obstacle des mots. Pour certaines personnes, les mots sont un peu matière difficile. Ce sont des gens formidables, mais leurs compétences sont inattendues. Et avec Michel, nous sommes sensibles à cette idée que le talent est souvent caché. Il va dépendre de ce qu'on va appeler ensemble un environnement apprenant, une éducation de l'audace. Cette note d'étonnement, Nadine, j'invite, parce que par expérience, à la faire 2 fois. La première fois pour mettre en confiance et bénéficier de ce nouveau regard porté sur notre quotidien. Et 3 ou 4 mois plus tard, pouvoir donner en fait un écho à ce regard et montrer qu'on a agi. C'est un acte de reconnaissance très concret. Et ces outils simples, fréquents, sont des choses que les interculturalistes, à mon avis, ont intérêt à proposer pour transformer une organisation, c'est-à-dire alléger le travail et ralentir le rythme. Mais si vous voulez, on pourrait revenir aussi sur ces 2 autres dimensions. Je peux compléter un petit peu, éventuellement? J'ai le droit. Vas-y, Michel. Sur la question de la distanciation du regard. Hier, je faisais du vélo sur les bords de la Marne, vous allez tout savoir de moi. Et en voulant contourner des gens qui se promenaient, je me suis planté sur un mur en bois. Et on peut dire que j'avais vraiment le nez sur le guidon. Et cette expression « nez sur le guidon », elle m'a toujours impressionné parce que ça correspond vraiment à un défaut que nous avons tous, qui est de vouloir aller trop vite et de ne pas regarder. Dans le domaine de la coopération internationale, moi j'observe depuis très longtemps que l'arrivée d'un assistant technique, d'un coopérant ou d'un volontaire sur place dans un pays d'Afrique ou d'Amérique latine, par exemple, est une arrivée précipitée. C'est-à-dire qu'il veut être efficace le plus vite possible, parce qu'il a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre à son ONG, il a des comptes à rendre aux financeurs, il a des comptes à rendre au gouvernement local peut-être, il a des comptes à se rendre à lui-même, parce qu'il a fait l'effort de s'expatrier, alors que peut-être ce n'était pas si facile que ça, etc. Et donc, il veut aller le plus vite possible. Et moi, je plaide toujours pour l'établissement d'un SAS. Prends le temps de regarder, de te laisser regarder,
d'essayer de comprendre un tout petit peu ce qui se passe. Apprends quelques bribes de la langue locale, c'est très important parce que ça te dira beaucoup de choses de la manière de penser, de se comporter des uns et des autres. Et ne te précipite surtout pas. Moi, je suis tombé dans le panneau aussi, en dehors de mon accident de vélo d'hier. Quand je suis arrivé en Éthiopie, j'ai quand même mis 1 an avant de comprendre qu'il fallait que j'apprenne la langue locale, que la langue pivot qui était l'anglais ne suffisait pas et qu'il fallait que j'aille un petit peu plus loin. Donc cette espèce de sas d'entrer dans la culture de l'autre, il est très important. Avec Michel, on propose souvent dans les formations qu'on anime un triptyque. Vous allez voir, c'est un clin d'œil à Edward T. Hall, l'anthropologue. Jamais en un seul lieu physique, jamais en une seule fois et jamais tout seul. Si tu veux faire naître ce que nous appelons un faisceau d'indices, c'est-à-dire objectiver son jugement en changeant d'espace physique, en revenant voir, en enlevant le nez du guidon et le reposer à nouveau sur le guidon, et surtout la troisième chose, converser avec quelqu'un qui ne partage pas en fait tes opinions, ou pas tout à fait tes opinions. Jamais en un seul lieu physique, jamais en une seule fois, jamais tout seul. Et dans beaucoup de contextes où on anime avec Michel des formations très concrètes, pragmatiques, ce triptyque fonctionne bien. Il fonctionne à la fois pour découvrir une personne comme une œuvre d'art. Quand on aime une œuvre d'art, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se déplace dans la pièce du musée. Quand on aime une œuvre d'art, on revient voir cette œuvre sous une lumière différente. Et quand on aime une œuvre d'art, en fait, on en parle avec une personne que l'on apprécie. Cette distanciation, tu vois, Nadine, du regard, elle est conditionnée par des éléments culturels qui sont au cœur de notre démarche interculturaliste. Le rapport au temps, la chronémie, le rapport à l'espace, la proxémie, et le rapport à l'autorité ou à l'âge. Nous avons énormément de choses non seulement à poser, à coucher sur le papier, mais à faire vivre en séminaire. Et nous avons cette chance avec Michel depuis de nombreuses années, et tu fais aussi ce travail, Nadine, de passer ces relais, de passer ces témoins. Et je vais demander à Ghislaine, qui s'est levé la main. Merci Linda. Alors merci beaucoup Michel et Philippe là pour ces quelques mots. Alors j'aurais beaucoup de choses, beaucoup de questions. Et notamment, comme vous le savez, j'ai partagé aussi cet exercice d'écriture à plusieurs il n'y a pas longtemps et ce que vous avez dit m'a beaucoup touchée. En fait, j'avais une question pour chacun d'entre vous. Michel, tu insistes toujours beaucoup depuis des années sur la nécessité de cultiver le doute et de chercher, et ce questionnement, cette remise en question. Et j'ai l'impression que c'est souvent, en fait, un peu, ça devrait peut-être être la base pour tout interculturaliste d'avant tout s'interroger, se questionner soi-même et cet aller-retour avec l'autre. Et voilà, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus sur ce qu'on a appelé, nous, la réflexivité, quoi, ce besoin d'un aller-retour constant entre l'autre et moi dans tout ça, et qu'est-ce que ça révèle de moi et en quoi le fait de me remettre en question me permet peut-être de mieux aller à la rencontre de l'autre. Et ma deuxième question, si je peux abuser, c'était, j'aime beaucoup la métaphore de la superposition des calques, Philippe, et je me demande quel lien tu ferais avec ce mot qu'on entend beaucoup, notamment dans le domaine de la diversité-inclusion, ce concept de l'intersectionnalité. Alors, je commence, Philippe? Bien sûr, Michel, oui, vas-y. Tu as parlé, Philippe, tout à l'heure du lâcher-prise. Oui. Je crois que la démarche du doute, c'est un peu un lâcher-prise de soi-même, de ses certitudes. C'est taire à un moment donné nos voix intérieures, nos évidences intérieures pour mieux effectivement accueillir celle de l'autre et mieux essayer de le comprendre. Le doute, et un jour, un ami physicien s'est mis à nous raconter la démarche scientifique. Je ne lui ai rien demandé, il a commencé à parler. C'était très intéressant. Il nous disait, mais toute la démarche scientifique, elle est fondée sur le doute. On commence par le doute, on thèse des hypothèses, etc. Et puis on avance.
Et d'ailleurs, il me citait une, une phrase du philosophe Miguel de Unamuno sur les murs de son école de chimie qui disait quelque chose dont je ne me rappelle plus, je suis désolé, mais en gros, à quel point le doute était la base de toute la démarche scientifique. Et puis en l'écoutant, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'on essaye de raconter, Philippe et moi, dans nos interventions. Le doute est à la base de la sensibilisation à l'interculturel. On n'est pas les premiers à raconter ça. Hein. Alors, le doute, évidemment, il y a eu un doute toxique. Hein. Pendant la pandémie, on a vu des gens qui mettaient tout en doute et qui étaient dans le complotisme total. C'était affreux et ce n'est pas fini, malheureusement. Puis on a vu aussi des gens qui avaient des certitudes formidables, qui tout d'un coup devenaient épidémiologistes ou savaient tout sur tout, etc. Des certitudes, ce que j'appelle des certitudes conquérantes. Mais on n'est pas les premiers. Le doute, philosophiquement, c'est Montaigne, c'est Descartes, c'est Pascal, hein, c'est Paul Ricoeur, enfin, c'est tant d'autres qui ont travaillé le doute, cette idée du doute. Nous n'avancerons à rien si nous tenons tout pour acquis, et en particulier dans notre rencontre avec l'autre différent, si nous sommes fermés par nos propres certitudes à la richesse que peut nous apporter l'autre. On considère toujours l'autre comme un problème à résoudre. La différence, le handicap, enfin, tout ce qu'on veut, c'est un problème d'abord, puis il faut le résoudre. Alors que ça peut être au contraire une richesse extraordinaire. Philippe? Je partage, oui, tout à fait ce que tu exprimes. Il y a sur l'intersectionnalité, Ghislaine, moi j'y suis extrêmement favorable à cette démarche en fait qui notamment associe approche qualitative basée sur la saisie d'entretiens semi-directifs avec une méthodologie particulière dont il faut faire l'acquisition. Et puis un appareillage, j'ai été souvent réticent, mais à tort, comme quoi dans une vie on change, un appareillage quantitatif. Et là, nous avons besoin de traditions latines et de traditions anglo-saxonnes et d'autres traditions pour pouvoir en fait accepter l'idée qu'on n'a pas toujours acceptée en interculturaliste, qu'il n'y a pas de signification culturelle qui soit une donnée. La signification culturelle est toujours une émergence de sens. Et l'intersectionnalité, pour moi, c'est accepter l'idée que par une approche qualitative doublée d'une recherche quantitative, on puisse s'approcher, un peu comme la réponse à Nadine tout à l'heure que nous avons pu faire avec Michel, d'une réalité sous effet d'objectivation, en faisceau d'indices. Et puis, l'intersectionnalité, nous la comprenons aussi avec Michel comme une critique, une triple critique. La première chose, c'est nous avons en permanence en fait ce piège, l'ethnocentrisme. Partir de soi et réduire l'autre à l'expérience d'un choc. Combien de fois, avec Michel, nous avons pu sourire et parfois être un peu en colère de considérer, en fait, chez certains de nos amis proches, que toute rencontre était d'abord un choc, pour ensuite devenir une occasion de reconnaissance. Donc ça, c'est la première chose. Cesser de partir de soi et de réduire l'autre à un choc ou à une occasion de choc. Deuxième critique que nous faisons, et nous la partageons tous et toutes ce soir, c'est avoir en fait cette obsession classificatoire qui consiste à identifier chez l'autre une caractéristique pivot. Et là, on est aux antipodes d'une démarche féconde d'intersectionnalité. La troisième chose, et j'ai presque envie, Michel, de te faire une passe à ce moment-là, la troisième chose, c'est ne pas penser la différence qui, d'une certaine manière, reste différence quand on a pu coopérer, mais l'écart. Et ça, c'est quelque chose que tu m'as apporté, Michel, et j'ai été sensible dans les lectures que j'ai pu faire. J'ai pu approfondir grâce à toi l'héritage de François Julien. Du coup, je me permets, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette notion d'écart, Michel Carin? Elle est centrale, en tout cas, dans tes réflexions. Oui, enfin, bon, c'est pas moi qui t'ai appris, c'est François Julien, et tu ne m'as pas attendu avant de lire François Julien, je le sais, sachant que François Julien n'est pas quelqu'un qui est facile à lire. Hein. Il est absolument passionnant, vraiment, mais ce n'est pas toujours facile à lire. Mais ce que nous dit François Julien, c'est, au fond, moi, dans la différence, on classe, on range. Hein, on range l'un par rapport à l'autre. On constate une différence et une fois qu'on a constaté cette différence, ben chacun rentre chez soi et
Voilà, il n'y a plus d'interaction. L'écart est une notion beaucoup plus féconde parce qu'elle montre que tout n'est pas d'un côté ou tout n'est pas de l'autre dans nos typologies. Il se passe quelque chose entre les pôles extrêmes. Et c'est intéressant. Donc, on n'est pas dans le rangement, on est dans le dérangement. On n'est pas dans la classification, on est dans l'interaction féconde entre des éléments qui, à première vue, paraissent contraires. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que, et vous le savez sans doute aussi bien que moi, sinon mieux, que François Julien, en plus d'être un helléniste, est un sinologue. Un sinologue reconnu. Et voilà. Et que, évidemment, que là-dedans, on retrouve un petit peu la notion de yin et yang avec ces choses qui semblent opposées à première vue, mais qui en fait interagissent avec un entre qui existe entre les deux. Et donc, je crois qu'il nous apporte beaucoup là-dessus. Il nous évite de rentrer dans cette obsession classificatrice et des typologies. Alors là, les typologies, en France, on est vachement fort. On est dans nos formations, évidemment, c'est facile de balancer des typologies. On a l'impression de donner à manger aux gens quand on leur donne des typologies. Alors, en matière interculturelle, il y a toujours monochrone, polychrone, culture de domination ou de symbiose dans les rapports avec la nature, culture de l'accumulation par rapport à l'argent et de la redistribution, etc. On est toujours dans l'un ou l'autre. Et c'est facile de dire, d'oublier de dire, est-ce que nous sommes plutôt dans une culture de l'accumulation ou est-ce que... Voilà. Il y a ce curseur qui intervient entre les deux. Et je crois qu'il faut vraiment se méfier des typologies, de la logique du PowerPoint. Mais c'est difficile. C'est difficile et les gens peuvent être un peu déçus quand ils n'ont pas quand ils repartent pas avec leur kit. Parce que là aussi, tu as dit, Philippe, la culture n'est pas une donnée. Effectivement, c'est quelque chose qui change tout le temps, qui évolue, et bien heureusement, et qui a des aspects extraordinairement multiples. Nous avons tous des appartenances multiples, etc. Et une tendance forte des cabinets de formation à l'interculturel ou des dits experts en interculturel, c'est de raisonner, et tu l'as dit tout à l'heure, Linda, qu'on n'était pas tout à fait d'accord avec ça, pays par pays. Et donc, on va être bon quand on va faire ici ou là des manuels sur comment travailler avec tel pays. Les Américains ont produit des bouquins absolument effrayants là-dessus, comme ce Kit of Survival for American Going to Work Abroad. Et vous imaginez un petit peu la notion de la différence que ça peut donner. Alors moi, je crois qu'il y a des choses qui sont très bien faites sur la manière de travailler avec tel ou tel pays. Elles sont d'autant mieux faites qu'elles dépassent, qu'elles prennent en compte le fameux iceberg des cultures. Parce que souvent, on s'en tient aux choses les plus visibles, les plus évidentes dans chaque Lonely Planet ou Guide du routard. On va avoir 40 pages très très bien faites sur voilà comment il faut dire bonjour ou au revoir. Puis il y a d'autres bouquins qui rentrent un petit peu plus dans la profondeur de la chose. Je pense, par exemple, je vois que Xavier Remacle est avec nous et j'avais un petit peu regardé ce qu'elle avait fait sur nos relations avec le monde musulman. J'avais trouvé ça très intéressant parce qu'elle retournait aux sources aussi de la culture arabo-musulmane, très importante pour comprendre ce qui, à première vue, enfin, ce qui est souvent peu visible. Les icebergs, c'est très important parce que quand quelqu'un d'une culture différente regarde ma culture, il va regarder à partir de ses propres profondeurs la zone la plus visible et la plus évidente de ma culture, et moi je vais faire l'inverse. Et le problème, je ne sais pas si vous avez fait de la plongée au pôle Nord, mais du côté du pôle Nord, mais que quand deux icebergs se rencontrent, c'est au-dessous de l'eau. Ce qui fait que de temps en temps, dans nos interactions culturelles, on se demande ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui nous sépare culturellement? Qu'est-ce qui se passe au fond de l'eau? Et c'est là que la prise en compte de la profondeur des cultures est importante. D'ailleurs,
Dans cette image de l'iceberg, il y a aussi peut-être de manière implicite l'idée en fait que, et on le voit très bien d'ailleurs dans les conséquences qu'on peut tirer des travaux de Gert Hofstede, en quelque sorte le principe du connais-toi toi-même et la primauté du connais-toi toi-même, puisqu'on regarde toujours la face éclairée de l'iceberg. Et on va considérer implicitement que cette face éclairée est supérieure en fait au mystère du lien et au mystère des profondeurs. Eh bien, nous avons avec Michel eu envie de faire différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas insister sur le connais-toi toi-même et faire la part belle à un individualisme qui a sa place, mais il y a une sorte de lumière qu'on a envie aussi de fixer sur la co-création, la co-construction. Connaissons-nous nous-mêmes dans nos modes de fonctionnement, et à ce moment-là, nous aurons des outils, une boîte à outils, mais surtout le sens du bricolage. Et ce bricolage, il est collectif. Et ça, ce sont des continents qui nous intéressent beaucoup d'explorer et de continuer d'explorer. On les appelle apprenants. Agnès, je crois que tu avais le souhait d'intervenir aussi depuis longtemps. Pardon, parce que ta main est levée depuis longtemps. Non, pas du tout. Merci beaucoup à vous deux et ça donne très envie de lire votre ouvrage. Merci beaucoup. Moi, j'avais deux remarques et peut-être aussi des questions. La première, une des choses que m'inspire votre intervention aujourd'hui, elle me fait penser à Armut Rosa et à Ah oui, son bien sûr, concept de accélération. résonance. Résonance. Alors, effectivement, je trouve que l'enjeu aussi en tant qu'interculturaliste, c'est aussi d'essayer de transmettre cette envie d'entrer en résonance avec le monde, de se laisser, si pour certains qui sont peut-être pas familiers de ce concept de résonance, de se laisser prendre, toucher, transformer par le monde. Mais cette difficulté-là, je trouve que dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup de matière à s'inquiéter, c'est vrai que se laisser transformer par l'autre et entrer en résonance avec l'autre, je trouve que enfin voilà, on sent qu'il y a un peu ce raidissement, donc c'est compliqué à partager, mais je voulais surtout vous entendre peut-être à propos d'Armut Rosa, comment vous voilà, ce que vous inspire aussi ces travaux. Et à titre personnel, donc moi j'interviens, certains le savent, notamment sur le Japon. Et ce que je trouve très intéressant avec le Japon, c'est qu'il y a un peu cette idée que les Japonais sont extrêmement rigides, très sérieux, très monolithiques, alors que c'est exactement l'inverse, puisque comme beaucoup d'Asiatiques, mais encore plus au Japon, je pense, parce que comme souvent au Japon, on pousse le curseur un peu plus loin. Donc chez les Japonais, il y a cette capacité extraordinaire de s'adapter en fonction du bas, du contexte, de la situation. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans les réactions que je reçois, que j'entends des étrangers que je peux former à la culture japonaise, c'est que très souvent, et particulièrement chez les Français, c'est déstabilisant de voir chez les Japonais cette capacité d'être d'une façon et puis d'être totalement l'inverse dans un contexte différent. Et donc la question aussi que je me pose, c'est, il y a aussi chez les Français, je trouve particulièrement, ce besoin de cohérence absolue qui passe aussi par je suis une seule et même personne, j'ai une seule façon d'être au monde, donc si je suis très directe, je ne peux pas en même temps, dans un autre contexte, être très indirecte dans ma façon de communiquer. Si je suis très sérieux au travail, je ne peux pas être ce joyeux dri qui va hurler au karaoké. Et donc, je me demande si là, il n'y a pas un peu une spécificité française dans cette un peu obsession d'être un seul être au monde, en fait. Donc, c'est ça ma deuxième question. Voilà, merci. Philippe, sur Helmut. Armut Rosa, oui. D'abord, merci beaucoup, Agnès. Hein, ça mériterait 2 heures, là, et avec le Sietar, 2 heures, parce que c'est magnifique. Enfin, Armut Rosa, nous l'avons utilisé pour son premier chef-d'œuvre qui s'appelle Accélération, et qui est un ouvrage magistral des 20 dernières années. On en a dit un tout petit mot tout à l'heure quand on disait en fait qu'on a de moins en moins de temps pour agir et de plus en plus de personnes à qui rendre compte. Vous vous souvenez de cette formule ? Je soupçonne Michel Serres d'aller aller la chercher chez Armut Rosa, avec l'idée en fait que tout se contracte. Le terme des emplois et des métiers exercés, la vitesse du traitement des données, les siestes qui deviennent éclairs, la durée de nos mariages et de nos séparations, les comptoirs de services bancaires et peut-être même de services funéraires. J'emprunte là quelques illustrations chères aux sociologues de l'école de Francfort. Alors ça, c'est une première réflexion qui nous a animés avec Michel, c'est très rapidement comment un interculturalisme peut répondre à cette compression de l'espace et du temps,
Et la deuxième chose, et là, ça va être un peu sur peut-être le deuxième mouvement, Agnès, de ta question. Qu'en est-il de l'enchevêtrement des sphères, quand l'intime, en fait, tutoie le social et que le social recompose l'intime? L'exemple du rapport à l'argent. Pour un vieux monsieur comme moi, en bon français, et même Michel, tout à l'heure, je me suis amusé, car tu es né à Paris, Michel, ou pas? Oui, oui. Bon, bah alors, nous sommes en plus deux Parisiens. Alors, tu vois, ça aggrave notre cas. Et en fait, pour des personnes comme nous sommes dans ce que Édouard Thiot l'appelle, tu te souviens, vivre sa vie en pelure d'oignon. Et c'est bien plus large que la culture latine, c'est occidental. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'intime, la personne qu'on est, la dimension familiale, ensuite il y a une séparation, et on va distinguer la personne que l'on est avec ses émotions, ses sentiments, et la tenue d'un rôle social dont on peut s'enorgueillir. Cette vie en pelure d'oignon, et ça nous a animés aussi beaucoup, et on a appris beaucoup, notamment de jeunes et de moins jeunes là-dessus, elle consacre un phénomène, allez, on va dire double, et ensuite je te passe le relais, Michel. L'enchevêtrement des sphères, quand jeunes et moins jeunes considèrent que l'intime tutoie le social, on donne une augmentation à quelqu'un, très tôt, très vite, on va se comparer en petites communautés choisies, c'est ça l'enchevêtrement des sphères. Et puis la deuxième chose, c'est le renversement de la présomption de compétence. Une société dans laquelle les supposés sachants doivent prouver à ceux qui apprennent qu'ils savent. Et ça, Hartmut Rosa, dans son travail sur, comme tu l'as dit, autour de la notion de résonance, m'a beaucoup appris, et notamment, en fait, une posture d'accueil à l'inconnu, on pourrait presque parler de sérendipité. Accepter l'idée, en fait, que n'est par hasard quelque chose qui m'est utile. Mais pour moi, c'est une des très grandes consciences européennes, une des très grandes figures de la vie intellectuelle contemporaine. Oui, oui. Agnès, merci de ce témoignage, et on a envie d'assister à vos cours, parce que moi, je suis absolument fasciné par la culture japonaise, de tout ce que j'ai lu. Et puis, je connais vraiment bien le Japon moi-même, parce que j'y ai passé 24 heures dans ma vie. C'est que quand on a passé un jour dans un pays, on écrit un livre. Quand on y passe une semaine, on écrit un article. Un mois ou 2 mois, on écrit un livre, on écrit rien du tout, on s'arrête. Et alors, ce lien que vous faites avec ce besoin de cohérence absolue des Français, c'est effectivement terrible. J'ai longtemps pensé, je le pense encore, mais peut-être un tout petit peu moins, du fait de ce qui change avec les jeunes générations, que le seul tabou qu'il existait dans la culture, en France, aujourd'hui, c'était ça, c'était ne pas être lisible. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Enfin, je pourrais donner 1000 exemples de comportements tout à fait inhabituels, d'identité inhabituelle, etc. Tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'on arrive à vous mettre dans un tiroir et qu'on vous lise. Ce qui est, d'une certaine manière, complètement bidon. Parce que ces Français qui rêvent d'être vus comme un seul bloc, en fait, la manière dont ils s'expriment par rapport à tel ou tel milieu, telle ou telle personne, elle va changer. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous-mêmes, il y a quelque chose d'un petit peu caméléon dans nos relations humaines qui fait que c'est complètement tabou, complètement bidon, je veux dire, de se penser seul. Je pense, ceci dit, que tout ça, ça change beaucoup avec des mutations très importantes dans les jeunes générations qu'on constate aujourd'hui, et que de toute façon, il faut qu'on révise nos classiques. Ce n'est pas possible pour nous de continuer à enseigner quand nous enseignons, ou en utilisant les mêmes Hofstede, tout ça. C'est pas possible de ne pas se laisser bousculer par ces énormes mutations qui ont des conséquences sur nos cultures, que sont par exemple ont été la pandémie, qui a changé tellement de choses, notamment dans le rapport à l'espace, aux relations physiques humaines, etc. Ces mutations géopolitiques, enfin la guerre en Ukraine, ça bouleverse tout, et notre façon de voir les cultures des uns et des autres aussi change. Évidemment, le réchauffement climatique, tout ça, il faut qu'on révise nos classiques et qu'on s'actualise en fonction de ce qui se passe. Personnellement, j'ai un peu de mal à le faire. C'est tellement pratique d'avoir, vous savez, vos fiches,
vos livres, vos PowerPoint. Alors moi, j'ai toute une série de PowerPoint que je ressors tout le temps. La pauvre Guylaine qui a dû subir mes interventions quand même un certain nombre de fois n'en peut plus. Et encore, Guylaine, tu remarques qu'aujourd'hui, je n'ai pas raconté l'histoire du crapaud et du poisson et du crapaud. Mais bon, voilà, il faut s'actualiser. Sur cette... Enfin, Ouais, juste pour terminer, je vous remercie vas-y. tellement de votre indulgence, parce que comme un idiot, tout à l'heure, j'ai dit à Philippe, bon, bah, écoute, parle-nous de Helmut pour nous parler de Harmut, et c'était vraiment nul. Donc, voilà. Juste une chose, parce que si on révise nos classiques, on accepte l'idée en fait de ne pas tourner les pages d'un livre sans avoir de retour en arrière, hein. L'apport de Geert Hofstede nous est très utile, Oui, tout simplement pour penser le lien entre molaire et moléculaire, hein, entre le racine et les ailes. Et donc, ça peut faire mal aux dents, l'héritage d'Hofstede, mais il s'agit de passer chez le dentiste quand même. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que Hofstede, et on a eu l'occasion d'en parler avec certains de ses disciples, a peut-être mis sous silence, mais il l'avait identifié, que la culture peut être aussi une instance de conquête de pouvoir et de manipulation en situation d'un rapport de pouvoir. Ça, cette perspective-là, quand on change son accent, quand on arbore un vêtement différent, quand on change de prénom, quand on change de statut matrimonial sous contrainte ou sous l'effet d'un choix volontaire, c'est quelque chose qui nous semble très, très intéressant d'apporter, en fait, et donc de faire se superposer comme des calques. Peut-être pas une page qu'on tourne, hein. Un métier à métisser, dirait René Depestre, un métier à métisser. Et on a besoin, en fait, de la structure contraignante d'un Geert Hofstede là-dessus. Et ça oui. nous rapproche aussi avec Michel, hein. Mais quand on veut réviser ces classiques, je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Mais en fait, il faut bosser. Moi, pendant des années, Hofstede m'est sorti par les trous de nez. Excusez-moi, c'est un peu vulgaire ce que je raconte. Parce que j'avais lu des extraits, etc. Puis j'avais vu que dans certaines formations, on ressortait des rankings, des tableaux de classification qui vous disent que le Brésil en était à la 52e place sur individualisme, etc. En oubliant que ce sont d'ailleurs des tableaux tout à fait légitimes s'il s'agit simplement de rendre compte à un moment donné d'une étude, mais que tout ça était complètement, évidemment, dépassé. Et puis un jour, au moment d'écrire l'intelligence interculturelle avec Martin, je me suis dit, il faut quand même que je lise de bout en bout tous les gens que je me suis permis de critiquer jusqu'à maintenant. J'ai lu Hofstede de bout en bout et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Simplement, tout dépend de ce qu'on en fait. Et réviser nos classiques, c'est aussi ça, c'est les reprendre, les relire et voir ce qui a changé ou pas changé chez eux. Ouais. Hall, c'est merveilleux. Je veux dire, il a écrit ça il y a un temps fou, tout ce qu'il a écrit, mais c'est merveilleux. D'abord, ça se lit comme un roman, ce qui me semble très, très utile. Quand on passe d'un livre sur le temps de François Julien à La danse de la vie de Hall, c'est une vraie merveille. C'est comme quand vous êtes dans le désert et tout d'un coup, Une gorgée d'eau. vous sortez de la Ouais. tour ondulée et vous arrivez sur du goudron. Donc, voilà, bosser. Et j'ai du mal parce que je suis paresseux. Et que, contrairement à ce que tu dis, Philippe, c'est la seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec toi, les siestes ne sont pas de plus en plus brèves. Quand on est retraité, on fait de vraies siestes. Tu participes de mon optimisme de combat. C'est parfait. Avons-nous une autre question parmi les personnes présentes? Parce qu'autrement, moi, j'ai une question, hein, qui est, j'aimerais bien, Philippe, que tu parles un peu de cette figure que tu appelles les slashers. Ah oui. C'est dans le livre, nous dire c'est quoi et pourquoi. Ouais, un slasher, en fait, ça participe de cette idée que la culture, on l'acquiert en différents endroits et que plus on s'immerge dans un environnement étranger au sien, plus a priori on a une opportunité pour apprendre. Et donc, dans la société qui est la nôtre, si on parle d'archipel, on est dans l'optimisme de combat. Et on va tourner notre regard vers des slashers. Un slasher, c'est un expert comptable lundi, mardi, mercredi, qui a un site professionnel de sculpture et il a cette rémunération supplémentaire et en plus il est sportif. Avec son épouse, il participe en fait à des compétitions sportives et il forme des jeunes au sport qui est leur passion.
Un slasher, il fait des ponts, des liens, des correspondances entre des mondes. On est au cœur du système en archipel. Alors là, c'est une vision certainement très optimiste. C'est quelqu'un, tu vois, Linda, qui choisit a priori ses parcours professionnels en voulant cultiver des compétences en portefeuille. Mais on a aussi le devoir de dire que beaucoup de vies se font aussi sous la lumière du précaire et de la fragmentation. Et nous avons comme devoir d'associer en fait ces deux calques. Et là, si on est slasher, dans certains cas, jeunesse qualifiée, on peut aussi avoir le même âge et ne pas pouvoir choisir en fait ses engagements professionnels. Et on va livrer à vélo des biens, des produits et des services en essayant tout simplement dans une logique de subsistance économique. Ces deux jeunesses, ces deux réalités coexistent et nous avons eu l'envie avec Michel de les faire aussi coexister dans notre ouvrage. On aurait presque pu appeler ça le fragment humain, mais là, on serait tombé du mauvais côté de la lumière. L'archipel, c'est cet optimisme de combat, hein, mais la figure du slasher, elle est intéressante parce qu'elle part de l'idée en fait que l'alternance est revendiquée et que l'immersion culturelle est souhaitée. Et plus on vit en immersion temporaire quelque chose d'important, plus ça nous est utile dans un autre contexte de vie, un autre contexte professionnel. Tu vois aussi, Linda, les débouchés pour des organisations et la place des ressources humaines hein, qui veulent devenir apprenantes et comment les frontières symboliques de l'organisation se reconfigurent avec ces nouvelles trajectoires de vie. Voilà en quelques mots, cette figure du slasher. Alors, le slasher se nourrit aussi de tiers-lieux, d'espaces de coworking, et les interculturalistes ont énormément de choses à dire aussi sur ces trajectoires professionnelles, tout d'un coup, en archipel. Nous avons donc Margarita qui a levé la main. La Oui. parole est à toi. Merci beaucoup. Écoutez, c'est un plaisir de retrouver Michel et Philippe. On avait déjà fait une présentation pour un groupe il y a quelques jours. Mais j'ai deux questions que je voulais analyser avec vous. Je trouvais fort intéressant dans le livre. J'ai eu la chance de la voir. La notion d'identité. Identité en tant que processus. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir plusieurs identités au long de la vie. Et cet écart aussi, cette notion d'écart aussi chère à Lévi-Strauss quand il parle des écarts significatifs par rapport à la définition de culture. Donc, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'identité, même il y a un film que j'ai beaucoup aimé, très drôle, là, ça s'appelle tout simplement Noir du rappeur Jean-Paul Zadi. Et c'est d'accord avec cette théorie d'avoir plusieurs identités. Et là, ma deuxième question, ça serait plutôt quelqu'un a parlé, je pense que c'est Philippe, de la force de la différence et la place des atypiques sur les lieux du travail. Moi, ça m'intéresse beaucoup du point de vue du management interculturel. Si quelqu'un peut, soit Michel ou Philippe, rentrer dans ces détails. Philippe. Sur la force de la différence, c'est une expression qui est celle d'un ouvrage de Norbert Alter, le sociologue de l'innovation, et le sous-titre, c'est « Itinéraire de patrons atypiques ». C'est vrai qu'on a été inspiré en fait par son travail et on a défendu en fait cette idée qu'il convient toujours de protéger un talent. Un talent, pour nous, c'est quelqu'un de différent, de contributeur et de généreux. Ce n'est pas quelqu'un qui tire la couverture à lui. Ce n'est pas une personne qui va être carriériste. Et dans nos organisations, on a souligné ce point, c'est qu'il convient de protéger ces personnes talentueuses, plus que les autres. Elles ont besoin d'un archipel relationnel dense et une de nos responsabilités managériales, c'est d'élargir, de leur proposer de rencontrer quelqu'un que Norbert Alter appelle une fée, qui va à un moment donné inverser leur destin et renverser le stigmate. Et on pourrait dire en quelque sorte que les interculturalistes peuvent procéder d'un travail d'identification des réseaux informels pour être utile à quelqu'un, pour tout d'un coup lui ouvrir des portes. Nous sommes en quelque sorte des carnets d'adresses sur pattes. Michel Serres parle d'aimant opportunité, c'est plus joli. Mais ça, c'est ce que je retiens de ce sociologue magnifique qui est Norbert Alter. Sachez qu'il a publié il y a un mois un ouvrage qui est son autobiographie qui s'appelle « Sans place ni classe », qui est une
un combat contre une sociologie trop déterministe et un appel en fait à une réflexion sur les ressources qui font qu'à un moment donné, on va pouvoir en fait avoir les moyens de renverser ou d'inverser sa trajectoire. Voilà, en quelques mots, Margarita, mais c'est vrai que tu nous fais ce plaisir de dire que dans notre ouvrage, il y a un chapitre entier consacré à cette force de la différence et au parcours des atypiques. La figure d'ailleurs du slasher n'est pas très loin hein, de ces mouvements de contestation, on va les dire d'émancipation d'une société, pour reprendre ton terme, Michel, que l'on veut mettre au pas. Et on a besoin en fait d'accepter l'idée que beaucoup de personnes sont innovantes parce qu'elles sont à la membrane de l'organisation, elles sont dedans, dehors, elles ne sont jamais dans le viseur du chef, elles sont sur le radar. Et ça, c'est aussi une de nos responsabilités. Je veux juste ajouter sur la question des talents, parce qu'il y a une sorte de connotation du mot talent, on recherche des talents, il y a quelque chose qui peut être un petit peu élitiste aussi là-dedans. Et je l'évoque un petit peu dans le livre, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné ces derniers mois. J'accompagne l'écriture, enfin c'est elle qui écrit, c'est pas moi qui écris, mais je me demandais de l'accompagner parce que c'est pas évident, d'une personne d'une 60aine d'années qui est née dans une famille de 15 enfants vivant dans la très, très, très grande pauvreté, la misère, l'alcoolisme, qui est passée par toutes sortes de choses absolument épouvantables et dans une situation désespérante. Et un jour, elle a rencontré des volontaires du mouvement ATD Quart Monde, que vous connaissez peut-être, qui sont des gens qui viennent habiter finalement dans des endroits de très grande pauvreté et qui organisent un peu l'échange et qui, à la suite de Joseph Wrezinski, le fondateur de cette organisation, disent aux gens, mais vous existez, parce que le problème de la grande pauvreté aujourd'hui, c'est que je n'existe pas, personne ne m'écoute, je ne suis rien dans la société. Mais si vous existez, vous pouvez faire changer les choses. Et à partir de cela, elle est devenue militante du mouvement, comme on dit, je dirais en lâchant prise de son propre désespoir pour s'ouvrir à ce qu'elle appelle aujourd'hui mon peuple, et travailler avec les autres militants de la grande pauvreté, et qui progressivement est devenu quelque chose de plus en quelque chose, mon Dieu, si elle m'entendait, quelqu'un de plus en plus important dans le mouvement, jusqu'à devenir l'une des 3 responsables internationales du mouvement international ATD Quart Monde, est absolument énorme aujourd'hui. Donc, jusque-là, quand le président de la République est allé rencontrer ATD Quart Monde, c'est elle qui l'a reçu. Voilà. Quand on voit son parcours, quand on voit la manière dont aujourd'hui elle s'exprime, alors évidemment avec des fautes d'orthographe, je suis là pour ça, mais pour rien d'autre, quand on voit sa force, sa rage de changer les choses, on se dit il y a là des talents qui ne sont pas nés comme nous à Paris. Moi, je parle de moi, mais je ne suis pas un talent, donc ce n'est pas un bon exemple, mais je veux dire, les talents ne sont pas tous et le livre de Norbert Alter le lit très bien, ne sont pas tous des gens qui sortent des grandes écoles. Et donc, cette idée que les talents, ils sont partout à condition que quelqu'un, à un moment donné, fasse croire en lui, en son identité, quelqu'un qui n'y croit plus et qui ne veut même plus entendre parler de rien du tout. Là, c'est vraiment le sens du mot rencontre hein, pour nous dans cet ouvrage. Ouais. D'autant que les talents sont souvent chassés en meute par des personnes conformes, qui n'ont qu'un angle d'attaque, le mimétisme et l'entre-soi. Et quand on a travaillé en organisation assez grande, on voit ce danger permanent, en fait. Et donc, il faut protéger les talents de ceux qui, en permanence, sont importunés par la présence d'un talent, qui les renvoie à leur incompétence consciente. Et donc, il y a quelque chose d'actif hein, dans cette main qu'on tend, et aussi les choses qu'on peut apprendre de ces personnes qui nous déconcertent, nous amènent à nous découvrir nous-mêmes comme d'étranges étrangers. Ça, c'est un travail intraculturel qui est un angle supplémentaire d'analyse. Hein. Maintenant, nous avons ce que je crois doit être notre toute dernière question.
c'est à peu près l'heure. Vous êtes d'accord, Michel et Philippe, pour continuer avec une dernière question? Oui, Bien mais sûr. alors juste Oui. avant cette dernière question, je voulais ouvrir une page de publicité sur l'ouvrage de Guylaine et de ses deux collègues. Ah, très bonne idée. Il faudrait que tu nous donnes dans la conversation le titre et le lien exact sur le coaching et l'intelligence interculturelle. C'est un livre magnifique, très utile, et je crois, tu m'as dit, Linda, tout à l'heure, qu'on va avoir la chance d'avoir un webinaire avec elle prochainement. En janvier, Oui, tu nous as dit. la date est fixée, Ghislaine? Alors, c'est en janvier. Est-ce que Grazia est là? Non, Grazia nous a quittés. Non, elle est partie, elle a été obligée de Je ne sais plus. Là, j'ai un trou, mais c'est en janvier, effectivement. OK. Merci beaucoup. De toute façon, ce serait dans la newsletter et dans nos communications mensuelles, très, très prochainement. Et donc, est-ce que tu vas mettre dans le chat pour nous Je mets le titre du titre. livre? Ah, c'est Voilà. un Et très, très donc, bel ouvrage. Merci. Très bien, Alors- merci beaucoup. Alors, pour moi, ce n'est pas une question. Allô? Oui, Oui. je suis là, oui. Oui, ce n'est pas une question, mais c'était juste d'abord pour m'excuser d'arriver en retard à la réunion. Et puis, j'avais eu le plaisir, quand j'ai vu passer le message, j'avais eu le plaisir d'avoir rencontré Michel Soquet en Belgique il y a quelques années, il y a un peu plus de 10 ans. Et Pierre, nous nous sommes rencontrés au CESAC, je pense, il y a une année où vous êtes venu. Oui, tout à fait. Avec mon collègue Eval Moutabazi. C'est un excellent Voilà, avec souvenir. Moutabazi et Jean-François Chanla, qui est aussi un ami. Et j'ai lu votre dernier ouvrage sur l'interculturel. Donc, quand j'ai vu vos deux noms, tous les deux, je me suis inscrit tout de suite et je m'excuse d'être arrivé en retard, mais ça a été très, très intéressant. Merci. Et je me procurerai de votre ouvrage. Donc, j'essaierai d'avoir votre ouvrage, s'il vous plaît. Merci. OK. Et donc, c'est Isabelle. Isabelle, est-ce que je te laisse demander ta question? Je signale à tout le monde au cas où vous avez bien noté que depuis tout à l'heure, je colle le lien dans le chat pour le site, ou un des sites pour le livre de Michel et Philippe, où vous trouverez plein d'articles et de bonus pour vous. Donc, si vous ne l'avez pas encore, capté de votre écran, il faut le faire là. Et ensuite, je passe la parole à Isabelle pour une toute dernière question. Oui, moi j'avais juste, alors bon, c'est peut-être une question que j'aurais dû poser au début du débat, mais si vous êtes d'accord pour revenir sur la notion de culture et pourquoi vous avez dit, je crois, qu'elle était dépassée, c'est ça? Non, j'ai pas compris alors du coup ce qui a été dit dans votre présentation. Non, excusez-moi, c'était un petit peu le contraire. Ah d'accord, ok. C'était un petit peu le contraire. Il y a beaucoup de gens qui disent la culture, ça commence à bien faire. Arrêtez de vous focaliser là-dessus. Arrêtez avec le culturalisme. D'accord. Du coup, parce que je comprends, c'est parfait du coup, ça veut dire que je comprends mieux alors. Et il y avait aussi, toujours sur le vocabulaire que vous avez, le bricolage identitaire. Est-ce que vous pourriez en dire un mot? Qu'est-ce que c'est? Ouais, le bricolage identitaire, c'est la possibilité pour quelqu'un d'essayer d'utiliser en situation, en fait, des éléments de sa culture. On va parler de diacritique culturelle, un vêtement, une coiffure, changer son nom, la naissance d'un enfant, et tout d'un coup, on va lui donner un nom en lien avec un héritage patrimonial et culturel. Et donc, aujourd'hui, il s'agirait autant de voir les raisons qui font qu'on va en appeler de sa corsitude si on est corse, que de chercher les caractéristiques culturelles invariantes des Corses. Je suis clair, Isabelle, quand je te dis ça? Oui, c'est bon. D'un côté, on va avoir un regard sur la manipulation en situation de son ethnicité. Manipulation en situation de son ethnicité. Pourquoi j'ai intérêt à me montrer corse de telle manière en situation pour conquérir du pouvoir? Et à ce moment-là, nous sommes dans une figure de l'acteur qui est dynamique. Et puis de l'autre côté, on va être dans une lecture utile également, mais qu'on connaît très très bien, des invariants et des classifications. Qu'est-ce que ça serait les variables culturelles des Corses? Voilà. Tu vois ce souhait qu'on a avec Michel d'associer les deux démarches, de faire se superposer en fait l'idée que
nous sommes quand même pas tout à fait libres en permanence de nos enracinements et de nos déterminismes. L'interculturel, c'est un regard triple sur la culture qui nous a fait, l'habitus, pour aller vite, la liberté de l'acteur et l'effet de situation, les trois. Ok. Et Pour moi, le terme de bricolage, j'avais l'impression qu'il y avait une connotation péjorative. Ah non, non, il a été utilisé à la suite d'un séminaire de Claude Lévi-Strauss, 1977 de mémoire. Le livre s'appelle « L'identité », presse universitaire de France. Et nous en appelons à Gilles Deleuze, à Félix Guattari, pour essayer de renouveler cette notion, la notion de rhizome. Et nous en appelons aussi à la créolisation d'Édouard Glissant, pour essayer d'appréhender cette tentative de manipulation de chacun d'entre nous autour de la culture avec différents courants philosophiques. C'est plus clair? Oui, merci beaucoup. Est-ce que je peux rebondir sur la réflexion de Philippe, là, ou c'est trop tard? Ah, Philippe? C'est OK? Oui, bien sûr. Merci, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis installée au Maroc et ça m'interpelle ce que vous venez de dire. Pourquoi ça m'interpelle? Parce qu'ici au Maroc, nous avons beaucoup de cultures dans la même culture. Donc, vous avez parlé de Corse, mais ici, on a des gens, des Fassis, on a des Berbères, on a des Arabes, etc., qui sont très ancrés dans leur culture et très enracinés dans leur tradition Fassis, Berbères du Sud, qui ne sont pas les mêmes que les Berbères ricains, etc. Et je me pose la question, est-ce que vous pensez que cet enracinement et cette reconnaissance comme ça de régionale, on va dire, je vais les appeler comme ça, limite du coup la vision d'une nation marocaine, ou limiterait la vision d'un, alors je ne vais pas dire État-nation, mais comment je pourrais l'appeler, d'une nation complète. Et parce que même au Maroc, au niveau du langage, nous avons un souci. Nous avons le dialecte, comme on appelle en arabe, darija ici, qui est parlé mais qui n'est pas écrit. Nous avons l'arabe classique qui est uniquement écrite. Et nous avons plein de dialectes, berbères, etc., et qui empêchent finalement une culture commune. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet ancrage dans les régions qui empêcherait, c'est ma vision moi, qui empêcherait l'émergence d'une nation et d'une vision commune pour la nation du coup? Michel, tu souhaites débuter ou tu veux que je le fasse? Fais-le, je compléterai éventuellement, mais tu le feras bien mieux que moi. Alors, notre approche méthodologique, en quelque sorte, quand il s'agit d'appréhender le fait culturel, c'est de partir de cette idée qu'il y a un dynamisme culturel qui consiste à observer qu'il y a ce que je revendique subjectivement, moi en tant que personne, et ce qui m'est socialement accordé. Et là, tu vois, Nathalie, c'est la pression de la société qui accepte de moi en réunion que je fasse état ou pas du fait que je suis originaire de Fès, et que dans les sphères diplomatiques, si je suis Fassiféri, je ne suis pas comme tous les autres Marocains. Nous avons des souvenirs avec Michel assez précis de formations que nous avons pu mener là-bas. Et donc, ce que je revendique subjectivement et ce qui m'est socialement accordé, c'est une définition dynamique du fait interculturel que beaucoup d'interculturalistes ont oublié. Deuxième idée, la culture est une instance de pouvoir en situation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous pouvons user de ce que nous allons appeler des stratégies identitaires. Je vais pouvoir, dans la conversation, renforcer le fait d'être originaire de Fès, au contraire, l'occulter. Je vais donner la figure d'un grand littérateur né à Fès et je vais renforcer dans la conversation cet aspect-là. Ça sera une stratégie qu'on va appeler en fait d'opportunisme culturel. Alors ça, d'un mot, hein, ça renvoie aux travaux de la psychologie culturelle et notamment d'un auteur qui s'appelle Carmel Camilleri, qui nous a beaucoup influencé dans nos travaux. Et tu vois, Nathalie, cette sortie-là que nous menons du coup de l'obsession classificatoire, tout d'inclus, il n'y a plus d'invariant culturel, il y a un jeu en bricolage, Isabelle, entre des cultures d'origine au pluriel, des cultures du pays et de la région d'accueil, et des cultures ou des éléments culturels propres à l'organisation qui t'emploie. Et
certainement qu'une part de la vérité est dans ce mouvement en archipel entre ces 3 pôles du triangle. Oui. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment l'affirmation de notre ouvrage que la culture doit s'appréhender comme un massif corallien. Un massif corallien. C'est jamais la même chose et quand tu t'en approches, en fait, c'est toujours un peu la même chose quand même. Michel, à toi. Non, non, c'était très bien dit, tellement bien dit que je n'ai rien à ajouter là-dessus, mais c'est très intéressant votre… Et Nathalie, face à ça, c'est que ce sont des choses qu'on a appréhendées souvent au terrain. C'est intéressant de voir il me semble que la dimension d'invariant culturel marocain pourrait non pas se trouver facilement dans l'État-nation et sa centralisation du pouvoir politique, mais dans l'émergence, comme en Italie, de villes-mondes. Et donc de trajets entre ces grandes villes qui dessinent des aires civilisationnelles. De ce point de vue, le Maroc est un formidable terrain archipélique. C'est la ville et son histoire qui va être un calque supplémentaire. Non pas un point de clôture, à ce moment-là, ça serait un déficit d'opportunité mais une gare de départ. Une gare de départ. Voilà, donc l'idée, en fait, c'est ça. Si on part de l'idée du calque dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est ça, pour bien… La notion de calque est pauvre, parce qu'en fait, dans notre esprit, le calque change de physionomie en contact avec un autre continent culturel. Et donc, il change de forme, le calque. Bon, voilà, Gilles Deleuze, le philosophe, nous aide beaucoup à travers la notion de pli là-dessus. Hein. Il faut lire Rhizome, hein, Deleuze et Guattari, et nous nous sommes attachés à le faire pour cet ouvrage. Non, pas un point de clôture. L'identité répond à la question « Qui sommes-nous » La culture répond à la question « Que sommes-nous » pour le dire de façon très rapide. Une fois qu'on a posé ça, accédons à l'idée du voyage et donc de l'apprenance. Ce n'est pas une gare d'arrivée, c'est une gare de départ. L'appartenance à une grande région, à une grande ville. Tout à fait. Créer un socle culturel commun avec des gens qui discutent des principes, ça pourrait être une définition de l'interculturel. Merci. Ça me donne envie de voyager, Michel, hein, toujours et toujours et toujours. Hein. L'effet de multiplication du « et » face à la pauvreté du « ou ». Clairement. Donc, je vais dire encore un grand merci à Philippe et Michel. Ça a été une soirée webinaire très agréable. J'ai bien apprécié l'échange qui était un moment privilégié de discuter de vos idées, de vos propos. À tout le monde qui est là, toujours là, qui est venu, je vous remercie. N'oubliez pas le site, le lien. N'oubliez pas notre webinaire de la rentrée que j'ai posté plusieurs fois aussi. Et sachez que de toute façon, si vous êtes sur notre liste d'envoi, vous aurez les informations de tous nos événements. Je crois que là, on va faire une petite pause pour l'été, mais dès le 20 août, notre bimensuel de prochains événements va recommencer à vous dire, et on a une année pleine d'événements et d'occasions de se voir encore. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.